Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de ce mardi 21 février. Chaque année à Tours, on perd 3 jours dans les bouchons. Pour fluidifier son trafic, la ville s'est dotée d'un système très pointu de feux tricolores. Vous le découvrirez dans un instant. Fin des soldes d'hiver ce soir, un bilan mitigé pour les commerçants en Touraine. Après 6 semaines de rabais, quelles sont les raisons de cette baisse de fréquentation? Toutes les réponses dans ce journal. Le château d'Amboise initie pendant les vacances scolaires les enfants au bestiaire des rois de France. Pendant 1 heure, les petits visiteurs retracent les secrets des animaux merveilleux autour, vous le verrez, d'un parcours inédit. Tours, 18e ville la plus embouteillée de France, devant Orléans, mais très loin, derrière Marseille, Paris et Bordeaux, le trio de tête de ce classement établi par TomTom en analysant les données GPS des automobilistes. À Tours, nous perdons chaque jour 19 minutes en moyenne. Dans les bouchons, ça représente un total de 3 jours par an. Surtout le soir en sortant du travail, où notre temps de trajet augmente de 33%. Cette étude nous donne l'occasion de nous intéresser à la gestion du trafic automobile à Tours, qui repose pour beaucoup sur les feux tricolores. Bastien Mathieu. La circulation est relativement quand même correcte à Tours. Je vous dis, malgré les difficultés qu'on peut voir dans les heures de pointe. J'ai habité Paris pendant 17 ans, alors forcément, je trouve que c'est beaucoup mieux qu'en région parisienne. Mais non, je trouve que c'est plutôt bien fait, globalement. Les Tourangeaux sont quasiment unanimes, les embouteillages ne sont pas fréquents à Tours. Une constatation qui tient à cœur la mairie tourangelle. Plusieurs personnes sont ainsi chargées de réguler le trafic, notamment en ce qui concerne la gestion des feux tricolores. C'est d'ailleurs la mission de Denis Zic qui doit tout faire pour qu'il y ait le moins de queues possible aux différents carrefours concernés, soit plus de 250 sur toute la ville. Les feux tricolores sont là justement pour, gérer les accès, si vous voulez. Ça sert de robinet. Et si on n'avait pas les feux, tous les automobilistes voudraient passer en même temps, arriver en même temps. Tout est alors un travail bien minutieux. Tel un horloger suisse, le responsable des feux tricolores tourangeaux et son équipe doivent calculer et analyser à la seconde près quel sera le meilleur timing pour gérer efficacement le trafic, surtout durant les heures de pointe entre 8h et 9h et entre 17h et 18h. Certains carrefours posent plus de difficultés que d'autres, notamment ceux à proximité des ponts qui traversent la Loire et le Cher. Des problèmes qui ont été gérés ces dernières années pour désengorger au maximum le trafic, avec comme autre contrainte de ne pas diminuer non plus la sécurité des conducteurs. La vitesse n'est pas un phénomène de rapidité. Ce qui importe en ville, c'est la fluidité. Voilà, c'est pas la rapidité, c'est la fluidité qui compte. En 2016, il y avait 1,5% de trafic en moins sur Tours par rapport à l'année précédente. Une baisse peu significative en valeur relative, mais une baisse tout de même. À 61 jours de l'élection présidentielle, défilé de candidats dans notre région aujourd'hui. Benoît Hamon tient meeting ce soir à Blois et Nicolas Dupont-Aignan était à Tours. Avant une réunion publique ce soir, le candidat de Debout la France s'est rendu aux urgences de Trousseau en fin d'après-midi. Il en a profité pour sévèrement critiquer l'action du gouvernement dans le domaine de la santé. On l'écoute. Est-ce que c'est normal qu'on meure aujourd'hui au XXIe siècle dans un couloir d'hôpital, aux urgences ? Parce que c'est ça la réalité. Et il n'y a que Madame Touraine, quand elle est venue ici, où on a mis les malades dans des cliniques privées, pour pas qu'elle les voie. C'est digne ça ? Je n'accepte pas cette espèce de politique de l'autruche. Mais attention, il faut changer l'organisation du système. Et il faut qu'il y ait un contrôle beaucoup plus précis du citoyen et des personnels. En un mot, il faut tout revoir. Les soldes d'hiver se terminent ce soir. Après 6 semaines de fortes démarques et des réductions de 50 à 70% dès les premières semaines, le bilan est mitigé. La fréquentation a chuté de 20% cet hiver. Alors quelles sont les raisons de cette baisse de fréquentation? Les réponses avec Guillaume Souda. Ce dernier jour des soldes, il n'y a quasiment plus que les vendeurs dans les magasins. Cette vendeuse en prêt-à-porter a réalisé environ 7% de chiffre d'affaires en moins par rapport à l'an dernier. La commerçante met les ventes privées en cause. Ça crée des dépenses qui sont faites avant, donc du coup les clients ne reviennent pas forcément dépenser les mêmes sommes au moment des soldes. Ils ont déjà fait leurs promotions, leurs achats un peu avant. La tendance à la baisse se retrouve à l'échelle nationale. Elle est accentuée par l'existence de réductions tout au long de l'année. 43%, c'est le nombre de Français qui ont fait leur achat avant le début des promotions d'hiver. Le problème des soldes de toute l'année, c'est que
tout le monde fait des soldes à n'importe quelle sauce et à n'importe quel moment de l'année. Donc avant, il y avait des règles à respecter, des traditions de soldes d'été, d'hiver. On avait 5 semaines et là, c'était des vrais soldes. Les Français sont de plus en plus férus des achats sur Internet, plus rapides, plus simples et surtout sans vendeur. On voit bien qu'ils peuvent pratiquer des prix sur Internet que nous, on ne peut pas faire. Voilà, donc la conséquence, elle est là, c'est que les prix sont parfois plus bas, effectivement, même, le plus souvent d'ailleurs, sont plus bas. Mais l'interaction humaine, ça n'a pas de prix. Les soldes d'été, c'est le 28 juin, les commerçants pourront essayer de se rattraper. Délibéré repoussé au 28 mars dans l'affaire opposant la direction du pôle santé Vinci à ses sages-femmes. Les professionnels avaient saisi le juge des référés de Tours le 7 février dernier pour demander en urgence la création de 3 postes supplémentaires. Les sages-femmes dénoncent un danger permanent du fait de leur sous-effectif. La maternité de Chambray assurant plus de 2500 accouchements par an devra compter 16 temps plein. Le pôle santé Vinci n'en compte que 13,5. Les constructions de logements ont augmenté de 20% en Indre-et-Loire sur l'année 2016, une année marquée par la relance immobilière. Mais le secteur du bâtiment a-t-il profité de cette tendance? Quelles conséquences pour l'emploi? Le point avec Amanda Brouillet-Rivera. Y a-t-il ou non une reprise dans le bâtiment en Touraine? Malgré un bond de 20% de la construction de logements neufs ces 12 derniers mois, ce bon score est plombé par la chute de 26% des constructions de cliniques, commerces ou bureaux. La chute, elle est brutale sur le non-résidentiel parce qu'elle est systémique, c'est-à-dire que tout ce qui a déjà été construit, que ce soit les rénovations des hôpitaux, la construction des cliniques, tous ces chantiers-là sont réalisés à l'heure actuelle, ils ne sont plus à refaire. Et puis surtout, c'est une grosse baisse des dotations des collectivités territoriales qui ne peuvent pas lancer les opérations qu'elles auraient souhaitées. Paradoxalement, une hausse de 7% de la production de béton prêt à l'emploi témoigne d'une forte activité en Touraine. Pourtant, cette dynamique ne semble pas profiter aux entreprises locales. Comptez une perte de 2% de l'emploi salarié couplée à une faible hausse de l'intérim. Pour la CAPEB, le principal syndicat des artisans du bâtiment, le travail au noir et la micro-entreprise, qui représente plus du quart des petites entreprises du bâtiment en Indre-et-Loire, joue à plein dans la paupérisation de la profession. La micro-entreprise, elle est à côté de chez moi, ça peut être mon voisin, qui travaille sans TVA, qui travaille à des prix défiant toute concurrence. Nous, en face, on a des charges. Alors, comment voulez-vous créer de l'emploi et de l'apprentissage si vous avez en face de vous quelqu'un qui travaille à moitié prix? Ça, c'est quand même du bon sens. Alors, pour démarrer une activité, c'était très intéressant. C'était un tremplin royal, on peut le dire. Mais le problème, c'est que ça dure. Il y a des gens qui, on regarde la majorité des micro-entreprises, ne se développent pas. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Soit elles font du travail au noir, ce qu'on peut fortement supposer, ou soit elles font ça en plus d'un autre travail. À ce moment-là, laissons travailler ceux qui savent faire. À cela s'ajoute la concurrence d'entreprises venues d'autres départements et des travailleurs détachés. Aujourd'hui, le secteur du bâtiment n'a toujours pas retrouvé son activité d'avant-crise. En 8 ans, il a perdu 20% du volume de chantier et 1 emploi sur 6 en Touraine. Aujourd'hui, Estelle Grelier, secrétaire d'État chargée des collectivités territoriales, est venue inaugurer à Tours, en présence de François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, la première antenne DevUp de l'espace région Centre-Val de Loire, un espace dédié à l'innovation et au développement des entreprises nouvelles, compétences des régions depuis la loi NOTRe. Une antenne DevUp sera ouverte dans chacun des autres départements de la région Centre. Ici, avec cette antenne de l'agence DevUp, Développement économique régional, nous avons la possibilité de mettre en commun l'énergie des communautés de communes sur le foncier et l'immobilier, l'énergie et la responsabilité de la région sur l'international, sur l'innovation, sur l'aide aux entreprises, les capacités à agir des chambres consulaires. Direction à présent le château d'Amboise, à la découverte des animaux merveilleux de la cour, allégorie de la puissance royale. Pendant 1 heure, les petits visiteurs ont carte blanche pour se plonger dans l'univers fantastique du bestiaire à l'époque des rois de France. Audrey Champigny. Qu'est-ce qu'on a là? Scarabée. Un scarabée. À Amboise, ils sont cachés partout. Du scarabée au petit singe malicieux qui se gratte les fesses, en passant par le cerf aux cornes magiques. Les bois de cerf ont la force, entre guillemets, de soigner les blessures. Voilà. Donc c'est quelque part un animal magique pour les rois de France, donc on le retrouve beaucoup représenté. Dans les décors ou dans la vie quotidienne, les animaux étaient destinés à éblouir les courtisans et magnifier la personne du roi. Louis XI, par exemple, vivait aux côtés d'une lionne apprivoisée.
Charles VIII, lui, possédait plusieurs perroquets exotiques. Et puis il y avait aussi ces créatures plus mystiques. Quand on parle du serpent, rapport avec le péché, les gargouilles, le diable, même s'ils sont là pour éloigner les mauvais esprits, c'est une façon, oui, de parler des hommes au travers des animaux, parler du roi, mais voilà, la Bible est quand même extrêmement présente. La visite, destinée aux enfants, se veut néanmoins plus ludique qu'historique, mais certains animaux ont marqué plus que d'autres. L'aigle, c'est pour la chasse, et puis sinon, le perroquet, c'est joli avec ses couleurs. Alors elle est restée concentrée parce que je pense qu'elle a voulu vraiment imprimer les informations données par la guide. L'animal que j'ai préféré, c'est le lion. Pourquoi ? Parce qu'il est fort, puis il court vite. Les animaux fantastiques, c'est l'imaginaire, c'est la place ouverte, c'est la porte ouverte pour l'esprit d'un enfant. Les animaux merveilleux du roi sont à découvrir toutes les après-midi au Château Royal d'Amboise jusqu'au 25 février. Candidat Europe Écologie Les Verts aux législatives sur la première circonscription de Tours, Christophe Dupin est notre invité. Avec lui, nous envisagerons l'alliance Hamon-Mélenchon. Quelle chance a-t-elle de se concrétiser ? À quelles conditions les Verts renonceront à leur candidat ? Toutes les réponses dans un instant, à tout de suite.